Bonjour à tous, et oui, c'est déjà la rentrée de politique et économie, la rentrée précoce, mais voilà, on a décidé avec Olivier Pichon de commencer dès la mi-août, et notre invitée aujourd'hui, Salza Bertin. Bonjour madame. Bonjour. Salza Bertin, vous êtes docteur en lettres. Salza Bertin est également journaliste et elle a publié ce livre « Vivre autonome, le survivalisme à la française », à retrouver évidemment sur la boutique officielle de TV Liberté. Alors avant de commencer comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air, de partager cette vidéo et de nous laisser vos commentaires si vous aimez TV Liberté et spécialement politique et économie. Alors Salza Bertin, cet ouvrage, parlons-en tout de suite. Vous partez déjà de plusieurs constats que j'ai pu relever dans votre ouvrage. La globalisation heureuse n'existe pas. La création monétaire finance une croissance qui n'existe pas non plus. Le phénomène de concentration urbaine a pour but d'obliger les gens à consommer et pour conséquence la destruction des terres fertiles. L'autosuffisance de la France d'autrefois a été balayée par le marché et la spéculation sans limite. La société est fracturée entre idéologies contradictoires et marquée par le vide spirituel. Les pénuries qu'on a pu constater à la suite de la gestion du Covid ont mis la puce à beaucoup de Français. Ils sont de plus en plus nombreux. Nous sommes à la fin d'un cycle, dites-vous, le cycle qui va signer la fin de l'empire mondialiste. On parle de plus en plus de survivalisme, d'autonomisme. C'est d'ailleurs, à vos yeux, Salza Bertin, deux termes différents. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence? Pourquoi vous ne mettez pas l'autonomie dans la même famille que le survivalisme? Le survivalisme, c'est historique. Et ça vient des États-Unis, c'est un courant qui est très, très américain. Et qui tient son origine tout simplement d'injonctions gouvernementales au moment de la guerre froide, où pour bien asseoir cette idéologie qui est aussi très pratique, qui s'assortit de conseils pratiques, s'appuyait sur des petits fascicules qui existent encore, qu'on peut retrouver que des collectionneurs d'ailleurs, même français, s'amusent à collectionner, et dans lesquels vous aviez tous les manuels de survie au quotidien en cas de grande catastrophe au moment de la guerre froide, le grand ennemi soviétique allant probablement vous déverser quelques bombes atomiques sur la tête. Et donc là, c'est très concret, mais ça, je pense que ça a tapé sur le système de beaucoup d'Américains et c'est resté très prégnant jusqu'à bien après la guerre froide, continuer à être une idée c'est quasiment vivante, sectaire, vous dites, vivante dans une grande partie de la population. Ouais. Mais vous n'hésitez pas à traiter les survivalistes, enfin en tout cas pour certains, de cas sociaux. Oui. Pas à l'époque. Mais pour les modernes. Aujourd'hui, vous avez quand même aux États-Unis, parmi les plus riches, des gens qui vont dans le désert et qui se font construire dans des lieux secrets, des bunkers parce qu'ils attendent la catastrophe. L'apocalypse, quoi. L'apocalypse, la catastrophe nucléaire. Il faut dire qu'ils savent de quoi ils parlent, puisque jusqu'à présent, ils sont les seuls, à 2 reprises, d'ailleurs pas à une, 2 reprises, à l'avoir appuyé sur le petit bouton. Voilà. Alors l'autonomisme, qu'est-ce que c'est? Puisque le titre de votre ouvrage, c'est « Vivre autonome ». Vivre autonome. Alors l'autonomisme, on connaît l'autonomie. Donc je fais aussi une différence entre autonomie et autonomisme. L'autonomisme serait aux Français ce qu'est le survivalisme aux Américains. Donc je crée un peu cette notion, même si, parce que l'autonomie et des autonomes, vous en trouvez un certain nombre. On peut appeler ça en Europe, et notamment en France, après il y en a pas mal en Suisse, des survivalistes. Mais en fait, le terme est abusif parce qu'en vérité, il y a très peu de points communs avec
avec celui que j'appelle, et c'est pas très gentil, le paranoïaque américain. Voilà, même s'il y a une petite frange survivaliste en France, alors ultra minoritaire, et puis aussi il y en a un peu plus en Suisse, par exemple, qui sont vraiment survivalistes. Mais après, on peut entrer dans le vif du sujet et faire vraiment la différence entre autonomisme et survivalisme. Et donc moi, ce que j'appelle survivalisme à la française, c'est vraiment de l'autonomisme. Comment vous en êtes venu à écrire cet ouvrage sur l'autonomisme ? Alors, j'y réfléchissais depuis quelques années, et puis j'ai trouvé que je repensais à mes grands-mères. C'est plus on vieillit, et plus on repense au passé, et surtout à ses grands-mères. Je ne sais pas pourquoi mes grands-mères, alors mes grands-pères bien sûr, et arrière-grands-pères extraordinaires, mais à mes grands-mères et je me disais, mais franchement ma fille, tu as les deux pieds dans le même sabot. Quand je pensais à mes grands-mères qui avaient vécu la guerre et qui savaient tout faire et qui étaient ce qu'on appelle résilientes. Alors je sais qu'on m'a beaucoup reproché donc, si vous voulez, on peut en parler aussi. On m'a reproché d'employer le terme. Ben non, je revendique, je persiste et je signe. Désolée, j'emploie ce terme que j'aime beaucoup. Elles avaient connu la guerre, elles savaient ce que c'est que la résilience. Elles avaient connu la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, l'occupation. Puis après, il y a eu la guerre d'Algérie. Enfin, je vais vous dire, il y a des traumatismes qui étaient là, qui étaient forts. Et c'était toutes les deux des héroïnes, chacune dans leur genre. Il y en a une qui était la seule à sortir sous les bombes comme infirmière à chercher les blessés. L'autre, enfin bon, elles ont toutes eu un destin très difficile, des femmes qui ne se plaignaient jamais, qui étaient toujours positives pas des chochottes, et qui savaient absolument tout faire. Et je me suis dit à un moment donné, et au moment du Covid, alors ça faisait un moment que je m'intéressais à l'autonomie, à toutes ces sortes de choses, que j'aime bien aussi faire les choses par moi-même, pas toujours dépendre des autres, mais quand même, au moment du Covid, je me suis dit, mais il y a des tas de choses que moi je ne sais pas faire et qu'elles savaient faire. Et je me suis aperçue qu'en fait, la rupture de la chaîne de transmission était au cœur, finalement, au cœur de beaucoup de nos problèmes aujourd'hui. C'est justement ce qu'explique Patrick Baronet, qui, dites-vous, est l'un des pionniers du survivalisme et qui dit que les Français ont de plus en plus de difficultés à mener des projets collectifs. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Alors déjà, on n'a plus l'église au milieu du village, l'esprit de clocher, et on a des gens qui sont déracinés. Ça, c'est un monde une planète mondialisée, globale, où chacun a la valise à la main et perd ses racines et s'en va. C'est donc la numérisation surtout qui est à l'origine de tout ça. C'est bien avant la numérisation. Non, c'est l'ultra-capitalisme, c'est-à-dire qu'on va servir les intérêts du grand capital partout où il faut, et donc on quitte sa famille, on quitte sa terre, on quitte ses traditions, etc. Donc c'est intéressant de voyager. C'est bien quand on est jeune, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui, à la trentaine, une fois qu'ils ont bien voyagé, 10-15 ans, reviennent, et puis parfois reprennent les propriétés familiales, reprennent même des usines, reprennent, vous voyez, un peu le flambeau. Donc il y a eu une double rupture, en fait. Il y a eu cette rupture civilisationnelle, finalement, parce qu'on était dans une civilisation assez ancrée, où on vivait encore en famille, on vivait en communauté, on vivait autour du village, voilà. Et puis, tout le monde est un petit peu parti. Donc déjà, il n'y avait plus cette solidarité familiale, cette solidarité aussi des gens qui se connaissaient entre eux, les voisins, vous voyez, il y a tout ce tissu social qui s'est perdu. Et vous dites qu'il y a un avant et un après Covid. Et après, ça c'est encore autre chose, parce que ça c'est bien l'après, ça arrive, ça c'est encore autre chose. Je vous dis, ça déjà, on s'est recentré sur soi-même, sur des cellules familiales aussi microscopiques également, et donc on est devenu beaucoup plus individualiste. Et puis la surconsommation fait de nous juste des consommateurs, donc tournés vers la satisfaction immédiate et l'assouvissement de nos désirs, avec la naissance de la publicité, tout le phénomène de manipulation des masses, notamment à travers le phénomène publicitaire, pas que. Et donc on flatte toujours les gens dans leurs besoins primaires, immédiats, donc on a donné lieu à l'hédonisme, etc. Donc forcément, il y a une rupture de tout, en fait. Alors après, si vous voulez qu'on parle du Covid, c'est autre chose. Le Covid, on parle de résilience, le Covid est un choc pour beaucoup de gens qui prennent conscience, en réalité, qu'aujourd'hui, qui ont pris doublement conscience de la rupture de la transmission. La transmission, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi
c'est l'éducation, bien sûr, mais c'est l'éducation à faire des choses et à faire des choses par soi-même. Donc, tout ce que vos grands-parents pouvaient vous apprendre, à bricoler, à jardiner, à cuisiner, on est d'une génération, moi je suis d'une génération, des parents 68 ans, alors je ne parle pas de mes parents, je mets complètement hors de ce champ-là, mais je veux dire quand même, et puis qui sont venus à l'urbanité, donc ils sont venus au monde complètement urbain, donc dans des appartements, voilà, et donc avec des vies de fous, en fait, où on n'a plus le temps de rien faire, et donc on a arrêté de faire par soi-même. Et d'où le fait qu'on a commencé à mal manger. Donc les femmes ne savaient même plus faire la cuisine. Donc toutes ces femmes-là qui ont commencé à travailler, elles n'ont pas transmis à leurs enfants, je parle pas, alors attention, je ne vais pas dire à leurs filles, j'ai dit à leurs enfants, à tous leurs enfants, comment cuisiner, par exemple. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une voie royale pour l'industrie agroalimentaire qui nous empoisonne. Pas tous, attention, parce que moi je connais encore de très bonnes marques, puisque comme vous savez, je suis journaliste de la gastronomie et du vin par ailleurs, donc je connais un peu ces sujets-là. Mais en tout cas, en fait, on s'empoisonne quand même beaucoup. Et c'est pas que l'industrie agroalimentaire qui nous empoisonne aujourd'hui, c'est malheureusement, c'est directement dans la terre et dans la production et dans l'air. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a toutes les digues là ont été se sont coupées. On était comme des petits électrons libres maintenant, ballottés sur l'océan de la consommation et du capitalisme. Bon, voilà. Et au moment du Covid, les gens se sont trouvés enfermés, donc double choc. Ils sont enfermés et là. Surtout les Français, vous savez que français, ça veut dire libre, hein. France est libre, hein. Donc c'est l'ADN même du français, c'est d'être libre. Et d'un seul coup, il est privé de ce qu'il pense être un droit fondamental, le droit de circuler, imaginez. Et on le consigne chez lui comme un enfant puni qu'on met au coin, et puis c'est terminé, et en plus on va lui dire ce qu'il va devoir faire pour sa santé, s'injecter des trucs même pas testés, dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, enfin un truc hallucinant, alors qu'on lui dit normalement, tu es un citoyen responsable qui peut voter, libre, éclairé, qui vote, etc. Et puis d'un seul coup, on fait tout l'inverse. Alors pour les gens les plus intelligents et ceux qui étaient les moins endormis, ou ceux qui dormaient juste d'un œil, ça a quand même été un choc. Ça a été un choc, et là ils se sont dit oh là là, mais comment je vais pouvoir faire pour m'en sortir? Et puis ils se sont rendus compte que peut-être ils pourraient essayer de bricoler des petits trucs, et puis qu'ils ne savaient plus rien faire, et qu'ils n'avaient plus l'instinct de survie. Parce que quand vous avez perdu ce bon sens paysan, parce qu'on vient tous du monde paysan, hein, peu ou prou, et qu'on a perdu tout le lien à la nature, tout le lien à se faire soi-même, finalement à être maître de son destin au quotidien, et puis l'instinct de survie, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce que vous êtes? Plus grand-chose. Donc alors, là, voilà, il y a eu un choc. Vous dites qu'être autonome, Salza Bertin, consiste à mettre en place deux manières de fonctionner, se préparer sereinement aux ruptures de normalité et mettre en place un mode de vie autonome. Alors, quand vous parlez de rupture de normalité, donc on pense à un événement un peu cataclysmique, c'est quoi? C'est effondrement économique, guerre civile? Ça peut être un peu tout ça, mais je vous dis, d'être enfermé par le Covid et d'un seul coup vous dire que vous avez un passeport numérique pour sortir, que vous avez, c'est-à-dire toutes vos libertés fondamentales sont assujetties à quelque chose que vous ne comprenez pas, et puis après dont il s'est révélé que c'était pas tout à fait ce qu'on nous avait dit. Donc là, c'est un choc. Alors une rupture de normalité, on en parle beaucoup dans les milieux autonomistes, et survivaliste. La rupture de normalité, c'est ce qui crée une rupture dans la normalité du quotidien, en fait. Et donc ça peut être une catastrophe climatique, oui. Ça peut être une révolution, mais ça peut être aussi des émeutes qui, du jour au lendemain, vous consignent chez vous parce que vous pouvez plus sortir. Ça peut être aussi des micro-ruptures de normalité, comme on les a tous les jours aujourd'hui. Je sais pas si les Français commencent à s'en rendre compte. Il y a plusieurs villages ou villes en France qui, tous les ans, ne sont plus approvisionnés en eau potable parce que l'eau n'est plus buvable, tout simplement. Donc il y a beaucoup de raisons. Par exemple, c'est juste un exemple,
Il y a eu des crues, trop d'orages, trop de crues, donc l'eau est polluée. Mais il peut y avoir d'autres choses qui peuvent... Voilà. Mais simplement une simple panne d'électricité en ville, et c'est la panique. Pourquoi c'est la panique? Vous dites, oh, mais c'est pas grave, je vais mettre ma petite lampe électrique, j'ai quelques piles, je vais mettre des bougies. Mais non, plus d'électricité. Ah ben donc plus d'eau. Ah. C'est dommage, parce qu'en ville, c'est compliqué de trouver de l'eau. Alors moi, j'explique comment trouver dans le livre, bien sûr, mais voilà, plus d'eau, plus de carte bleue, donc plus d'argent. Remarquez, bon, même avec votre carte bleue, vous ne pouvez pas forcément avoir beaucoup d'argent. Mais bon, bref, ça ceci est un autre débat. Mais voilà, et donc, il y a un nombre de choses qui ne vont plus se faire simplement avec une panne d'électricité dans une grande ville. Et là, c'est la panique. Et si ça dure plusieurs jours, vous imaginez. Et pourquoi vous pensez que, même en cas de rupture de normalité légère, l'État ne serait pas en capacité d'aider les Français ? Légère dans une grande ville, c'est plus des électricités ou que l'eau est polluée, c'est pas léger. Hein. Parce qu'une fois que toutes les bouteilles d'eau ont été vendues dans les magasins ou que tout le monde se bat à la fontaine du coin, etc., c'est compliqué c'est compliqué de gérer. En plus, vous avez vu quand même... Qu'est-ce que ça peut être une rupture de normalité? Simplement les feux. Vous avez vu qu'on a des feux de l'enfer un peu partout. On a vu ça au Canada. Là, en ce moment, c'est en Grèce, hein, puis, cet été, là pendant l'été, c'était en Grèce. Vous perdez tout, et puis mais ça peut être là, c'est la nature. Vous avez des villes qui peuvent brûler. Mais sur le rôle de l'État, vous dites de plus en plus de Français constatent que l'État active lui-même volontairement des leviers de destruction de la société. Sur ce rôle néfaste de l'État, vous pensez... Alors, dans le contexte, il faut recontextualiser ce que je dis, là. Bien sûr, d'accord, mais vous pensez que l'État ne veut pas le bien des Français? Est-ce que l'État veut le bien des Français? Écoutez, quand vous vous rendez compte que dans un gouvernement, vous avez une majorité de gens qui ont des affaires, là où je pense, en fait, qui traînent un nombre de casseroles incroyable, est-ce que ces gens... parce que l'État, ça ne veut rien dire. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'État? Ce sont des gens, c'est un groupe de personnes qui dirigent un pays. Il faut arrêter avec l'État aussi. Moi c'est comme l'État, le système, l'État profond. Excuse-moi, mais l'État profond, je peux te donner tous les noms des hauts fonctionnaires qui te pourrissent la vie toute la journée. Ce sont des gens. Si tu veux combattre, ne combat pas des idées, combat des gens. Et les gens qui mettent en œuvre des choses qui ne sont pas très catholiques, si je puis me permettre. Il n'y a pas d'État. Il y a des gens qui constituent l'État. Il y a un conseil des ministres. Et puis après, au sein des ministères, il y a des gens qui sont là sur le très très long terme, qui sont des hauts fonctionnaires, qui sont un peu partout et qui ne sont pas là pour garantir le bien commun. Ah oui, à un moment, il y en a certains, encore, des serviteurs de l'État, mais il y en a de moins en moins. Et moi, je parlais avec un ami qui est un ancien énarque, qui est en pré-retraite ou quasiment à l'âge de la retraite, qui me disait que lui, quand il a fait l'ENA, ils avaient des toutes petites promotions. Aujourd'hui, ils ont fait des promotions énormes ces dernières années. Là, ils vont refondre des choses. On va ressortir les mêmes. On ressortira toujours le même genre de hauts fonctionnaires. Donc, qu'il fallait caser partout, de moins en moins compétents. Et avec une morale de plus en plus absente de la société et un manque d'éducation, il y a plus de garde-fous. Donc vous avez des gens qui ne servent que leurs intérêts particuliers. Et quand vous regardez même la gestion des ports, je ne sais pas si vous avez fait des émissions là-dessus, c'est hallucinant la gestion des ports en France. C'est juste un tout micro-exemple que je vous donne. À aucun moment, c'est l'intérêt de la France qui prévaut, mais c'est l'intérêt de gens qui veulent être tranquilles, qui veulent faire leur carrière. Et voilà. Donc il n'y a pas d'État, il y a des gens qui font l'État. Hein, voilà. Mais ce mépris des hauts fonctionnaires et de ceux qui sont censés être
aux manettes du pays, en tout cas de la France. C'est un peu le même système dans tous les États européens. Et vous pensez qu'à terme, les Européens finiront par fomenter des révoltes sanglantes face à ce mépris? Là, vous avez eu les émeutes. Alors, je sais qu'à TV Liberté, télévision à droite, etc., vous avez été horrifiés par tous ces gamins venus des banlieues qui ont mis tout à feu et à sang. Bah, écoutez, cette année, les soldes étaient 100%. C'était moins 100%, c'est pas beau, ça. Les Nike, elles vous arrivaient aux pieds, directement à vos pieds. Bon, voilà. Donc, ils ont eu le dernier iPhone gratuit qui est 1000 fois trop cher. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Eh bien... Oui, ils se sont révoltés. Alors, probablement qu'il y avait les grands frères derrière, je ne sais pas, parce que c'était quand même des minots, comme on dit chez moi, 12 ans, 13 ans, voilà, des minots qui ont fait des dégâts. Je ne parle pas des faits les plus graves, comme ce qui s'est passé avec les Roses, ça c'est un autre problème, ce n'est pas des minots qui l'ont fait. Là, c'est de la barbarie pure et simple, c'est autre chose, hein, que de jouer à cache-cache avec les flics et en se marrant, parce que c'est ce qui se produisait avec ces gamins. Bon. Donc, mais quand vous dites que les Européens finiront par fomenter des révoltes sanglantes, vous les mettez en parallèle avec ces émeutes ethniques? Non, pour moi, c'est pas pour moi forcément des émeutes ethniques. C'est que c'est des gamins à qui on ne donne rien. Donc, on n'a rien donné à leurs parents, parce que c'est pas des immigrés clandestins qu'on fait ça. C'est des gens qui sont là depuis plusieurs générations. C'est peut-être la 4e génération, etc. Que les parents n'ont pas réussi à éduquer. Mais en fait, ça, c'est la conséquence, c'est pas la cause. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours regarder la conséquence? Ces gamins, ils ne sont qu'une micro-conséquence. Mais c'est pas eux la cause, et même pas leurs parents. Il faut aller à la cause. Dites-nous alors, la cause, c'est quoi? La cause, c'est toujours pareil. L'État. Le gouvernement, l'État profond, tous ceux qui ont laissé qui ont laissé la France se déliter depuis 50 ans, comme le général de Gaulle nous l'avait prédit. Pourquoi est-ce que le général de Gaulle, le soir de sa défaite, ne s'est pas déplacé? Il ne s'est même pas déplacé, il n'a même pas voulu répondre aux interviews, et à rien du tout d'ailleurs. Parce qu'il a dit, les Français ont fait un choix là. Ils ont fait le choix de la dégringolade pendant 50 ans. Voilà. Et ben, c'est ce qui s'est produit. Et en 2023, on est en train de payer, on est en train de récolter ce qu'on a semé. Voilà, c'est tout. Maintenant... c'est pas bien, ok, c'est des vilains gamins, il faut les punir un peu, il faut peut-être un peu essayer d'aller tirer la sonnette d'alarme chez les parents, et puis aussi peut-être leur donner quelques bonnes amendes, ou être un peu plus musclés. Mais enfin bon, c'est pas là le problème. Écoutez, ils ont eu des soldes 100% gratuites, nous ça va nous coûter combien? 1 milliard, c'est ça? Je sais plus quel chiffre. Puis voilà. Vous prenez le contraire des révolutions du passé, et vous considérez comme une contre-révolutionnaire. C'est quoi la contre-révolution alors? Alors, la contre-révolution, comme disait Joseph de Maistre, c'est le contraire d'une révolution. En fait, on s'inscrit dans la tradition. Et la tradition, elle est une mini-révolution constante parce qu'elle s'ancre dans la tradition, vous voyez. Et c'est à partir de la tradition que vous vous renouvelez. Mais c'est pas les pieds dans le vide et encore moins les pieds dans la M, vous avez compris, en fait, dans la fiente, comme le coq gaulois avec son drapeau rouge qui chante, les pieds là-dedans, sous le ferment de sang et de fiente de la Révolution. Là, il n'y a pas de racine, si vous voulez. La racine du génocide franco-français, je ne pense pas que... Aujourd'hui, ça... Bah oui, la tabula rasa. Aujourd'hui, ça ne donne pas de très bons résultats. Si justement on serait enracinant, avec des racines solides, que vous pouvez continuer les ramifications de l'arbre et à donner des fruits et des nouveaux fruits et grandir et faire des jeunes pousses. Donc la révolution, ça sert qui? Ça sert toujours les mêmes, ça sert toujours les plus nantis. Hein. La Révolution française, c'est ce que ça a fait. Ça a créé des nouvelles castes de nantis. Et qu'est-ce qui s'est fait couper la tête? Le petit aristo du coin, qui était paysan lui aussi, beaucoup. Et puis le peuple. Le peuple, c'était des ruisseaux de sang. Donc, la révolution, elle sert rarement le peuple. Hein. Et donc, il vaut mieux l'éviter. Après, quand les émeutes, oui, ce sont des mini-révolutions, en tout cas des mini-guerres civiles, avec des jeunes, des gens qui sentent qu'il y a quelque chose qui va plus, qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de France, vous voyez, et ils le sentent. Voilà. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant avec les nouveaux programmes d'éducation nationale de M. Ndiaye. Hein. Parce que alors là, ça va nous... Parce que là, si vous voulez...
l'éducation sexuelle, excusez-moi, j'ai été un peu grossière, mais je ne suis pas vulgaire, grossière, attention, c'est différent. Mais je vais vous dire, c'est la branlette, mais alors, là, les mathématiques, même la politesse, l'éducation, l'histoire, tout ça, non, nada, non, la branlette, alors ça, et voilà. Et donc là, ça va vous donner des gosses traumatisés. Hein, on en a un qui est un peu dans les hautes sphères de l'État, qui ne s'est pas sorti, pardon, encore grossière, il ne s'est jamais sorti du merdier, donc il n'a pas pu s'en sortir tout court, et nous on trinque. Excusez-moi, c'est un peu grossier, mais la vérité c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ces gamins vont très mal, et on va en rajouter avec des injonctions gouvernementales qui vous disent, et là je réponds à votre question, est-ce que le gouvernement veut le bien du peuple? Je vous dis, est-ce que c'est vouloir le bien du peuple que d'aller traumatiser des gamins dès l'âge de 3 ou 4 ans en leur parlant de sexualité, alors que ce que l'on sait, c'est qu'il faut éloigner les enfants et les jeunes le plus loin possible de la sexualité, jusqu'à la... Et avec délicatesse, où on commence à introduire le sujet délicatement, avec la biologie, etc., au moment de la puberté, quand on commence à se poser des questions, que le corps commence à s'exprimer et à parler. Donc si vous faites ça sous les injonctions de l'OMS, lui-même financé par M. Bill Gates, lui-même très très copain avec M. Epstein, donc vous voyez un peu où je veux en venir. Donc, est-ce qu'il veut notre bien? Eh bien, la réponse, je crois que vous l'avez. C'est juste un exemple. Mais vous savez, un bon exemple vaut mieux qu'un long discours. Hein? Alors, Salza Bertin, j'aimerais qu'on avance. Ah oui. Puisque dans la deuxième partie, nous allons donner beaucoup de solutions d'autonomisme à nos téléspectateurs. Mais avant cette question, alors beaucoup de survivalistes prônent l'isolement total du monde. Vous vous dites qu'il faut vivre... Oui, ça c'est survivaliste. Il ne faut pas fuir le système, mais il convient de vivre dans 2 mondes parallèles. Alors, c'est quoi les 2 mondes parallèles auxquels vous voulez qu'on se rattache? Le survivaliste, il va s'isoler, il va partir dans sa bade. Alors, sa base autonome durable, j'aime beaucoup le mot, là. Il va s'isoler dans sa bade où il va essayer d'être complètement libre et se débrouiller par lui-même. Bon, le survivaliste, il est vraiment survivaliste, et il y en a quelques-uns en Suisse. Il y en a un qui est très connu, que je salue, c'est Burgas, qui est San Giorgio, Piero San Giorgio, qu'on aime tous beaucoup, mais qui est plus survivaliste et qui est peut-être éventuellement, enfin en tout cas les survivalistes sont capables de tout faire eux-mêmes, normalement, sinon on n'est pas trop survivaliste. Bon, mais ça, c'est un rêve, et puis c'est pas forcément souhaitable. Parce que de toute façon, un homme seul est un homme mort. Hein, parce qu'en cas de désordre, de guerre civile, de n'importe quelle pénurie, si vous êtes seul, vous êtes un homme mort. Ce qui est bien, c'est de faire front en groupe. Donc, moi, c'est pour ça que je dis l'autonomiste, il va privilégier le groupe. Hein, vous voyez, c'est ça et on fait les choses ensemble, loin de la bade. Enfin, loin de la bade. Ou alors en bade, ensemble. Mais la bade, c'est vrai, pourquoi j'écris ce livre? Parce qu'on est 80% d'urbain. On est 80% d'urbain, et donc en cas même de guerre, vous voyez, pendant la Seconde Guerre mondiale, on allait dans sa maison de campagne. L'exil. On s'exilait, mais aujourd'hui... L'exode, excusez-moi. D'exode, oui. On partait, on s'exilait, entre guillemets, se mettre à l'abri à la campagne. Aujourd'hui, les urbains, ils n'ont pas... De toute façon, ils ne savent rien faire, donc ça n'arrangera pas leurs affaires de partir comme ça. On a bien vu au moment du Covid, tous les Parisiens qui sont partis, et puis il y en a beaucoup qui sont revenus, à tel point qu'il y a des villages entiers qui sont à vendre. Figurez-vous, des villages de campagne, des maisons bien refaites, d'ailleurs. Il y a peut-être des affaires à faire. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas s'improviser. Survivaliste, et moi je dis non, seul on ne fait rien, ça c'est sûr et certain. Alors on va voir ensemble dans la deuxième partie les solutions de l'autonomisme de Salza Bertin. À tout de suite. On continue avec notre invité Salza Bertin. Alors, pour se préparer à ces ruptures de normalité qu'on a évoquées en première partie, par quoi faut-il commencer ? Se former. La première des choses. Donc, lire l'ouvrage de Salza Bertin. Ah ben pour commencer, parce qu'en fait, il a été fait pour que vous ayez une réponse à la fin du livre. C'est quel autonomiste vous pouvez être. On ne peut pas tous être les mêmes autonomistes. Sur mesure. On n'a pas tous les mêmes capacités. D'abord, je vous dis, on est, comme je disais juste
à la fin de la première partie de notre entretien, nous sommes 80% d'urbains. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Moi, tel que vous me voyez, là, je ne suis pas tout de suite prête à partir en bushcraft. Ne nous le cachons pas. Donc, mes capacités sont assez réduites par rapport à quelques autonomistes que j'ai rencontrés, qui sont des militaires d'ailleurs, ou d'anciens militaires, qui sont capables de tout faire. Ils vont gérer 30 hectares, continuer à partir en mission, négocier avec les terroristes, essayer de... Je sais pas. Et puis ils vont refaire le toit de la maison, et puis en même temps ils ont passé le diplôme pour être agriculteur ou éleveur. Non mais j'ai rencontré des surhommes. Et des surfemmes, si vous voulez aussi, hein. Un petit peu aussi, pas quand même. Mais bon, d'abord c'est des projets familiaux, des projets de groupe, mais ça, c'est pour une minorité, vraiment. Je suis désolée, hein, je ne veux pas casser les règles, mais c'est pour une minorité. Et moi, donc à la fin de ce livre, tout ce dont je parle, j'ai quasiment testé, où je sais que c'est faisable quand même par, entre guillemets, le commun des mortels. Alors évidemment, il faut être un minimum débrouillard, avoir un peu de volonté, une volonté d'apprendre, une soif d'apprendre, voilà, et un peu de capacité d'assimilation, mais quand même ça se fait, et si moi je peux le faire. Et donc en fait à la fin de ce livre vous avez la réponse. Mais déjà il faut changer le logiciel. Mais qu'est-ce que vous auriez à dire aux jeunes banlieusards qui vivent dans un petit appartement? Moi, comment je deviens autonomiste, quoi? Comment vous devenez autonomiste? Déjà, vous mettez en œuvre la première partie avec une bibliothèque que vous pouvez vous créer, mais qui va aussi bien du livre de science-fiction à des théoriciens plus importants. Vous citez beaucoup 1984, oui. Georges Bernanos. La France contre les robots, voilà, vous avez compris. Le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes d'Huxley qui va bientôt être dépassé, parce que là, il y a une banque qui est en train de tester la puce pour payer sous votre peau. Les caméras, toutes ces caméras invraisemblables qui vont être mises à Paris au moment des Jeux Olympiques, qui vont même voir l'intention dans la rétine de votre œil. Enfin, c'est des choses quand même... Les portables qui pourront être activés à distance, ça a été voté. Là, vous filmez dans les toilettes, c'est passionnant. Enfin, oui. Non, c'est formidable. On n'arrête pas le progrès, vous voyez. Donc déjà, il faut se former pour comprendre comment résister dans sa tête. Un principe très général, c'est l'autonomie circulaire. C'est quoi le principe? Alors, l'autonomie circulaire, c'est une fois qu'on sait quel genre d'autonomiste on est, on peut commencer à mettre des choses concrètes en place. Et on va entrer dans un univers qui est un autre univers que ce monde de croissance permanente. Et comment est-ce qu'on peut croître indéfiniment dans un monde fini? Vous voyez, le progrès infini dans un monde fini, je ne suis pas la seule à le dire, ça ne peut pas fonctionner. Il faut être raisonnable, il faut être un petit peu logique quand même. Et donc, et puis qu'est-ce que le progrès? Donc déjà, il faut en finir avec cette notion de progrès. Est-ce que c'est un progrès d'avoir des puces dans tous les sens et puis avoir une seule marge de liberté? Plus aucune marge de liberté. Est-ce que c'est ça le progrès? Vous dites retour aux anciennes solidarités. Alors l'autonomie circulaire, c'est donc on entre dans ce monde parallèle. Donc vous m'avez posé la question. C'est deux mondes qui vont se dessiner. Il y a ceux qui vont continuer à être connectés, hyper connectés, jusqu'à devenir des robots. Alors on va entrer dans le transhumanisme aussi, vous voyez. C'est la dépossession de soi. La dépossession de soi, elle a commencé avec l'ère industrielle où on a été dépossédé de la terre par les machines, et de tout d'ailleurs. Il y a toujours un écran entre nous et le réel qui est la machine. Et donc il y a un mouvement qui s'appelle l'atelier paysan, qui dit il faut reprendre la terre à la machine. Et donc on va créer à travers l'atelier paysan son outil de production. Parce qu'à partir du moment où vous créez votre outil de production,
eh bien, vous en êtes un peu le maître et vous pouvez aussi le détourner. Vous redevenez libre, voyez. Donc, vous allez pouvoir faire des stages, acheter des kits. Et en plus, il y a tout un réseau aussi solidaire pour mutualiser l'outil. Et donc, ça, c'est un petit exemple. Ça, c'est de l'économie, de l'autonomie circulaire. C'est-à-dire qu'on va mutualiser cet outil qu'on a fabriqué, on sait le faire marcher, on sait le fabriquer, on sait donc le réparer, on le partage. Et puis, c'est ce qu'appelle Pierre Rabhi, qui a un nom incontournable dans le paysage de l'autonomiste, tout autonomiste qui se respecte, la sobriété heureuse. La sobriété heureuse, écoutez, on n'a pas besoin d'acheter des vêtements neufs, on peut très bien, et puis recycler des tas de choses à l'infini. Et donc là, on va arriver petit à petit au monde de la low-tech dont on pourra parler. En fait, l'autonomie circulaire, c'est que tout peut être réutilisé, mais surtout le faire circuler entre nous. Oui, vous dites c'est l'échange, le don, le partage des connaissances. Vous dites on ne va pas sauver le monde avec des brevets. Non, pas seulement qu'avec des brevets. Non. Moi, je suis pour l'open source, qu'on appelle l'open source, la source ouverte. Et dans ce monde, c'est un univers. Quand je dis il y a deux univers parallèles, c'est vraiment deux univers. Cet univers, c'est l'univers de la gratuité. Il y a un livre merveilleux, la Véronique, qui s'appelle Gratuité. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez des petites cabanes, des boîtes à livres, et que vous prenez des livres et vous en remettez. Vous voyez, et tout ça, c'est gratuit. C'est ça, cette idée. Vous avez des gens qui, aujourd'hui, dans la low-tech, et chez les makers aussi, où on peut créer son propre ordinateur. Bon, il faut rester dans ce monde-là, parce qu'il ne faut pas se déconnecter complètement. On peut en parler un peu plus, mais on met les plans en source ouverte. Ça, c'est l'autonomie circulaire. Alors, vous nous parlez de la low-tech, ça veut dire quoi? Vous dites c'est l'inverse de la high-tech, la low-tech. Qu'est-ce que ça veut dire? La low-tech, c'est la high-tech, c'est tout ce qu'on voit depuis les années 50. Qui sont tous ces appareils qui vous éloignent du réel et de l'emprise que vous pouvez avoir sur le réel, sur la machine en fait, très, très poussée. Et la low-tech, c'est l'inverse, c'est se réapproprier l'outil. Mais alors attention, parce que c'est un nœud en fait, un gordien quand on dit low-tech, parce que par exemple, quelqu'un comme Jancovici, il vous dit que c'est quelque chose qui permet de réguler en fait la low-tech, de réguler ou de faire en sorte que tout le monde entre dans la même petite boîte. Vous avez une revue d'écologie qui est abritée par les presses universitaires de France où il y a eu un grand débat sur ces sujets-là, mais je crois que lui, il est encore complètement dans le système capitaliste en fait quand il dit ça. Là, dans le vrai mouvement de la low-tech, celui de Châtel-Perron qui fait le tour du monde avec son bateau pour aller trouver tous les fameux outils de la low-tech qui peuvent remplacer, mais qui sont les mêmes, mais en version énergie durable, énergie gratuite, faisable par soi-même, etc. Et dont on est obligé de retourner en Afrique, en Asie, en Inde pour trouver ces techniques-là où on découvre des nouvelles. Eh bien, ça, c'est ce monde qui se dessine, c'est le monde en parallèle avec des outils qui sont la réplique vertueuse et sobre de ces objets low-tech. Par exemple, le frigo. Voyez, le frigo, vous pouvez vous en passer, sauf quand il fait très 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 chaud. Mais vous pouvez vous fabriquer. Je raconte un frigo c'est pas vraiment un frigo, mais vous allez vivre autrement. C'est-à-dire que vous allez déjà vivre autrement. Vous allez reconditionner le logiciel qui est dans la tête pour consommer autrement, mais vous allez quand même avoir des outils pour conserver vos aliments très correctement, comme le faisaient nos anciens. Mais on vit depuis combien de temps comme ça? On vit depuis 80 ans, même pas 100 ans, de cette manière de l'hyperconsommation. L'hyperconsommation, et puis surtout tous ces appareils qui sont apparus, finalement, ça se compte en décennies. Donc on vivait très bien jusqu'à présent, et surtout, ça pollue
Ça pollue complètement l'environnement, ça vide le porte-monnaie. C'est tout un système qui a été créé, l'obsolescence programmée, tout ça. Donc il faut s'en défaire pour devenir libre. Parce que l'enjeu de ce livre, c'est de savoir quel autonomisme vous êtes à la fin pour un minimum sortir du grand jeu capitaliste et puis surtout vous sortir des situations les pires. Quand il y a des ruptures de normalité, il risque d'y en avoir de plus en plus. Alors, on va commencer par le modèle d'habitation. Patrick Baronet, qu'on citait tout à l'heure, a un modèle d'habitation qui coûte 10 000 euros. Dans quel habitat peut vivre l'autonomiste ? Alors lui, il a construit sa maison et il a voulu prouver qu'on peut construire une maison à 10 000 euros qui est très confortable et désirable. Voilà. Et alors il y en a une qui est un petit peu plus chère, qui doit coûter le 20 000, alors qu'elle est encore plus confortable. Et voilà. Donc c'est pas Henri Thoreau, près de l'étang, qui a acheté 3 planches et puis qui a mis sa petite cheminée. Il y a des trucs un petit peu plus élaborés. Oui, l'Insert par exemple, ce sont les Baronnets. L'insert qui chauffe très 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 bien la maison. Vous pouvez mettre un poêle ça chauffe très très bien. Alors pas le poêle à granulés, attention, parce que là vous rentrez à nouveau dans l'usine à gaz. Le granulé, on vous fait monter le cours du granulé, puis c'est terminé, merci, au revoir. Vous vous chauffez plus, parce qu'on peut cuisiner aussi. Vous avez des poêles à bois qui font four aussi, c'est formidable, voyez. Vous pouvez créer aussi votre petit four à l'extérieur si vous avez une cour ou un tout petit jardin. Même avec un petit jardin, on peut s'en sortir. J'en parle des urbains qui ont des tout petits jardins qui arrivent à être un peu autonomes. De la permaculture en matière d'alimentation. Alors c'est une conception à part de l'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de la permaculture ? Alors c'est tout un mouvement de retour à la nature. En 1962, une femme qui s'appelle Rachel Carson, elle dans le Maryland, elle scrute le ciel. Elle est aux États-Unis, elle scrute le ciel. Et elle remarque qu'il y a des milliers d'oiseaux qui tombent du ciel et qui meurent. Et là, on fait le constat, c'est dans ces années-là qu'on fait le constat que les pesticides... 62. D'accord. Elle va écrire... attendez, ça va me revenir. Enfin, bon. Elle constate que les oiseaux meurent. Et elle va faire des études très approfondies pour prouver que ce sont les pesticides. Et que ces pesticides, en plus, ils donnent le cancer. D'ailleurs, 2 ans plus tard, elle mourra du cancer. D'accord ? Donc... c'est pas une illuminée, je veux dire, cette femme, c'est pas une hippie, parce qu'elle constate... Parce que vous dites que dans les autonomistes, il y a souvent des gens hippies, un peu légers. Elle, c'est une scientifique. C'est une scientifique. C'est le Printemps silencieux, son livre. Il faut lire le Printemps silencieux, ça fait partie des Bibles. Voilà. Et donc là, on commence à constater, je dirais que 62, c'est vraiment une date charnière, où on commence à constater les dégâts de la chimie dans la nature. D'où viennent ces dégâts ? Ils viennent de ce qui est aujourd'hui, à mon avis, le mal absolu dans notre société, c'est l'armement de guerre. Et après la Première Guerre mondiale, on a commencé à recycler les gaz, les chars, et les produits pour l'adapter à l'agriculture. Parce qu'il fallait recycler. Il fallait en faire quelque chose. On a commencé à polluer les sols comme ça. À la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le plan Marshall. Et alors là, ça a été notre affaire parce que là, les Américains, ils nous ont renvoyé toutes leurs saloperies, les pires, de l'armement qui s'est déversé dans nos sols. Et donc là, vos Roundup et toutes ce sorte de choses, votre glyphosate et tous ces trucs-là, et ben voilà, ça s'est répandu dans les airs, dans les eaux et dans la terre. Et alors, vous citez ce japonais en matière de permaculture, Fukuoka. Alors, il y a 4 principes. Je crois qu'il dit qu'il ne faut pas labourer la terre, qu'il ne faut pas détruire la vie qui est dans la terre. Il faut recouvrir les sols, il faut la patience, c'est la clé de voûte de son œuvre. La patience, oui, c'est ça. Si vous voulez travailler avec la nature, dont nous faisons partie quand même. Oui, c'est pas l'agriculture intensive, son truc. L'agriculture intensive, elle est née
de l'armement. Elle est née du recyclage de l'armement qui a tué nos sols, tué la terre. Ouais. Parce qu'effectivement, quand Rachel Carson voit dans les années 60 qu'il n'y a plus d'oiseaux dans la nature, mais je ne sais pas si vous êtes allé dans les plaines de la Beauce, ça, vous êtes tranquille, il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit parce qu'il n'y a même pas un petit mouchon. Vous voyez, il n'y a plus un bruit d'oiseau, il n'y a plus un moucheron, il n'y a plus rien. Vous voyez, tout a été tué, ça c'est sûr, vous êtes tranquille. Alors, sous la terre, il y a l'eau, et dans ces nappes phréatiques et qui sont en profondeur, vous dites qu'elles sont totalement infestées de produits chimiques, notamment issus des médicaments, que ce soit antibiotiques, etc. Donc, comment l'autonomiste se procure-t-il de l'eau? Comment est-ce qu'il la dépollue? Alors ça mais quand même, je voudrais juste revenir à Fukuoka, la révolution d'un seul brin de paille, qu'il faut lire aussi. Ouais. Ça, c'est vraiment des livres, c'est Bill Mollison aussi, le père de la permaculture. Il faut y aller à fond, il faut absolument avoir lu tout ça. Fukuoka, il se rend compte aussi qu'il y a des endroits où on a cultivé le riz pendant 1500 ans. Et en une génération, à peine, même en 10 ans, le sol était mort et on ne pouvait plus rien cultiver. Et vous dites qu'il a eu des meilleurs résultats avec sa technique que les terres les plus fertiles du pays. C'est pas sa technique. Ah non, pas du tout. Non, ce que je veux dire, c'est que lui, il a constaté la même chose que Rachel Carson. C'est-à-dire qu'il a dit que ces endroits où on cultivait le riz pendant 1500 ans, on a introduit l'agriculture intensive avec toutes ces saloperies, et d'un seul coup... Oui, mais il a réussi à les réhabiliter avec ses techniques. Il arrive à réhabiliter, mais c'est très très long. Une reconversion en bio, c'est très très long. Donc, la permaculture, la biodynamie, l'agroforesterie, l'agroécologie, tout ça, ce sont des techniques qui sont sœurs et qui œuvrent pour un retour au respect du vivant. Mais nous en faisons partie. Et il y a tout un débat dans le milieu, justement, de la permaculture et sur la notion de nature. Alors, malheureusement, selon votre sensibilité de gauche, moins de gauche, selon vos sensibilités philosophiques, il y a un grand débat sur la nature. Mais on sent pertinemment que ce monde industriel et capitaliste nous a éloignés de la nature et a fait de nous les dominants absolus de la nature, et les dominants absolus aussi de ceux qui étaient plus proches de la nature, avec une vision d'ailleurs occidentalo-centrée insupportable. On s'en est encore aperçu au moment du Covid, en voulant imposer une chimie parfois mortifère contre tout bon sens et tout notre système de santé comme ça. Il n'est pas du tout holistique. Or, pour faire quelque chose de bien, quelle que soit la chose que vous voulez faire, il faut la faire en harmonie avec la nature, avoir une vision holistique des choses. Et nous, on balaie des millénaires de sagesse chinoise, on balaie toute la sagesse africaine, on balaie, avec un côté, mais qui est au fond profondément raciste, mais au fond, peut-être que le vrai racisme, il est là, et il est capitaliste, en fait. Oui, c'est ça. C'est une révélation. C'est la base du capitalisme, et c'est un racisme profond en réalité, où on fait la tabula rasa de tout et on est occidentalo-centré, on est des bons mécanos. C'est sûr qu'en médecine maintenant on fait des prouesses, surtout avec les techniques, ils sont contents, mais ce sont des bons mécanos. Moi je me dis, ces gars-là, peut-être que beaucoup de médecins auraient été mieux dans un garage, voyez, ou à fabriquer des puces électroniques, voyez. Mais c'est la religion de l'argent qui bousille la nature. Non, mais aussi d'être trop techniciste, si vous voulez. On n'a pas une vision holistique ni de la nature ni de l'homme. Donc quand on soigne les gens, on se spécialise trop. Donc on est un très très bon technicien pour opérer tel organe, mais c'est tel organe est malade, peut-être parce que le problème il est complètement ailleurs. Et ça on veut toujours pas le voir avec un orgueil fou. Et voilà. Donc, sur l'eau, pour la nature, c'est pareil. Je voulais vous entendre, puisqu'elle occupe l'eau, tout un chapitre de votre ouvrage, et c'est fondamental. On a, dites-vous, besoin, chaque homme, en tout cas peut-être chaque Français, besoin de 145 litres d'eau par jour. Oui, et oui, parce que vous ne tenez pas 3 jours sans eau.
Donc, alors comment l'eau, c'est la première des choses. Comment on dépollue notre eau? Parce qu'on ne va pas boire l'eau de l'étang direct. Vous pouvez boire l'eau du robinet pour l'instant. Vous pouvez encore le faire, sauf même quand... même si c'est dégueulasse et qu'on peut attraper on peut devenir stérile en buvant l'eau de pareil. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui sortent encore, même bien nettoyées. Et puis surtout, à tout moment, vous pouvez donc avoir ou des pannes ou des désordres qui font que, encore là récemment, il y a 1 ou 2 semaines, il y a encore toute une zone qui a été privée d'eau parce qu'elle était imbuvable sortant du robinet. Donc il faut pouvoir la dépolluer. Donc j'explique comment. Et si vous voulez, c'est quoi? C'est des filtres à eau? Alors il y a c'est des du filtres charbon, à eau, mais je dis comment vérifier son eau soi-même. C'est pour aussi inciter les gens à être plus autonomes quand ils vérifient ce qu'ils boivent. Mais ça peut être valable aussi dans ce qu'on mange. On apprend comment on analyse notre propre eau. Il faut analyser. Mais ça, c'est oui. Ah ben oui. Il faut savoir un minimum analyser l'eau quand même. Et après, je donne bien sûr les filtres. Alors, vous avez des grandes marques. Suisses, d'ailleurs. Suisses, américaines, avec des filtres à charbon ou alors avec de la céramique qui filtrent absolument quasiment tout ce qui est mauvais pour vous. Oui. Et ça, il faut pouvoir en avoir un, ça c'est sûr. Est-ce qu'en matière de transport, puisque vous qualifiez la politique de tout électrique de future catastrophe économique et écologique, est-ce qu'il faut revenir à la monture à cheval? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le compagnonnage entre l'homme et l'animal, plutôt que la domination de l'homme sur l'animal. Grand débat, mais alors pourquoi pas? Mais écoutez, je pense qu'il y a des solutions plus vertueuses. Le moteur à eau, il y a des gens qui mettent de l'eau sur sa marche. Vous avez écoutez, vous savez que la voiture, par exemple, diesel, est plus vertueuse que l'essence. Ah oui. Malgré les microparticules. Oui, vous irez voir pourquoi. Parce qu'il y a même E égale M6, ça fait une petite émission là-dessus, vous voyez, donc pour vous dire, il vous explique tout, vous irez voir. Donc on peut rouler encore un petit peu à l'essence, mais la voiture électrique, elle nous rend encore moins autonomes. Alors parce qu'il y a l'autonomie de l'individu, mais il y a l'autonomie d'un pays. Vous savez que les pauvres, la richesse du pauvre, c'est la nation. C'est le dernier bien du pauvre, je ne sais plus de qui c'est, si c'est de Peggy ou... la dernière, et là, on nous en a dépossédé complètement. Oui. La France n'a plus de souveraineté. Plus du tout. Plus du tout. Plus du tout. On donne je crois que je ne sais plus... en tout cas, l'Europe, la Commission européenne nous coûte 18 milliards. Nous coûte, parce qu'on reçoit, mais on est toujours... On est toujours contributeur net. Beau contributeur à hauteur de 18 milliards, mais tout ça pour avoir perdu à peu près toutes nos libertés. Donc en fait, quand je parle d'autonomie, attention, je voulais juste le préciser quand même, et on revient à votre question, mais c'est aussi une autonomie du pays. C'est-à-dire qu'au niveau d'un pays, vous pouvez organiser des choses, et là, vous êtes empêché, là on est sincèrement empêché dans tous les domaines, et notamment l'énergie. Donc nous avions un point fort qui était l'électricité, mais aujourd'hui on est dépossédé de l'électricité par un système ubuesque. Oui, vous n'êtes pas du tout anti-nucléaire, Salza Bertin. Écoutez, moi je préférais que ça n'existe pas. Maintenant, ça existe, et pour l'instant, on n'a pas grand-chose d'autre à proposer. Pour l'instant, aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, surtout pour être indépendant. Parce que et pas payer des factures hallucinantes. Parce que si on se défait, nous, Français, du nucléaire, on est encore plus dépendant des énergies fossiles, des États-Unis, etc. Et à ce moment-là, on va avoir un avenir qui sera encore moins désirable pour le peuple, en tout cas, que celui qu'il est. Et aujourd'hui, c'est l'usine à gaz. Donc l'Europe nous impose de racheter notre propre électricité plus cher que ce que... nous la produisons, mais c'est surréaliste, quand même. Donc je ne vous conseille pas d'avoir des voitures électriques tout de suite, là, comme ça, en tout cas, que électriques. Et si vous voulez, c'est toujours la voie du milieu, la sagesse.
si vous êtes autonomiste. C'est un peu d'électrique, pourquoi pas. Du solaire, beaucoup de solaire, l'énergie gratuite, le solaire, j'aimerais bien qu'on en parle. Mais en tout cas, si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, vous risquez fort d'être dépourvu quand la bise sera venue. Parce que là, le tout électrique, non, c'est pas raisonnable, parce que quand bien même nous reprendrions toute notre liberté sur notre électricité, tout de même, eh bien, les batteries, qui sont tout sauf écologiques. Hein, oui, donc, au cobalt, en RDC. Ah oui, et puis en plus le travail des enfants et toutes ces sortes de choses qui en découlent, c'est une épouvante en fait. Donc c'est tout sauf écologique. Donc si vous êtes un bon écologiste, que vous voulez respecter la nature et l'humain, et vous ne vous reconnaissez pas vraiment dans les mouvements écologistes d'aujourd'hui. Tous ne défendent pas la voiture électrique. Hein, vous voyez, ils sont un peu infiltrés par les lobbies aussi, c'est le problème, c'est des mouvements écologistes aujourd'hui. C'est leur grand problème. Salza Bertin, on n'a pas le temps d'évoquer tous les sujets qui sont dans votre livre. Vous parlez aussi de comment se créer un potager, de comment se fournir de l'énergie, comment assurer sa propre sécurité, notre santé. Vous citez par exemple Hildegarde de Bingen, la docteure de l'Église reconnue par Benoît XVI, bénédictine du XIIe siècle. 1000 autres renseignements pratiques et utiles pour s'adapter au monde qui vient. En tout cas, merci à vous, Salza Bertin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Vivre autonome, le survivalisme à la française. C'est essentiel. Merci à vous d'être venu. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.